Avant de reprendre directement le fil du cours, j'aurais pu dire dans la conclusion de l'heure précédente que ces analyses que j'ai commencé à présenter du pouvoir exécutif sont effectivement des analyses qu'il faudra plus tard, je le ferai plus tard, rapprocher d'analyses plus contemporaines, bien sûr, sur la gouvernabilité ou la gouvernementalité. Et je pourrais notamment, à partir de ces critères avec lesquels j'ai apprécié le travail de Guizot et de Necker, situer les réflexions contemporaines d'un Michel Foucault, par exemple, sur ces dimensions-là. Mais il faut, je pense, pouvoir les resituer dans cette histoire plus longue du pouvoir exécutif, de ses conditions d'appréhension et de mésappréhension, pour pouvoir bien situer ces théories et ces histoires plus contemporaines. Pour l'heure, dans l'heure présente, je voudrais surtout expliquer et essayer de comprendre comment, au tournant du XXe siècle, il y a eu une sorte de basculement faisant que le pouvoir exécutif va progressivement sortir du déni dont il avait précédemment fait l'objet. Sorti de ce déni qui va représenter donc quelque chose de très puissant pour la société française, puisqu'elle est celle qui avait théorisé et pratiqué d'une certaine façon, de la façon la plus manifeste, cette dépersonnalisation du pouvoir et cette négation de l'exécutif. Je rappelle qu'au moment où, en France, les gouvernements que j'ai rapidement mentionnés de la Troisième République avaient mis au premier rang des figures d'inconnus, il y avait en Angleterre les grands noms de Gladstone, de Disraeli, il y avait Bismarck en Allemagne. Au contraire, il y avait des formes de personnalisation et de durée de gouvernement, de personnalités très marquantes dans d'autres pays. Mais d'une façon générale, pour bien comprendre ce tournant concernant le pouvoir exécutif, sa nature et ses ressorts, il faut d'abord rappeler comment en permanence se sont toujours superposés deux types d'histoires du pouvoir exécutif. Une histoire conceptuelle et une histoire politique. L'histoire conceptuelle est justement celle du déni dont nous avons longuement exposé les fondements. Mais l'histoire politique, quant à elle, a suivi le fil des nécessités immédiates en matière de maintien de l'ordre ou de capacité d'action des régimes. Et nous avons vu comment ces deux logiques ont parfois pu se heurter de front. En France, cela avait notamment été le cas dans cet endroit tournant dont j'ai parlé à plusieurs reprises, notamment quand les thermidoriens avaient entendu terminer la Révolution et instaurer un ordre conservateur. Parce qu'ils avaient alors bien parlé de pouvoir fort et appelé à la mise en place d'un régime capable d'autorité. Mais ces thermidoriens étaient en même temps restés intellectuellement les héritiers de la tradition légicentrique. Ils pensaient toujours en termes de parlement du même coup et non pas de pouvoir exécutif. Et c'est pour cela, dans une pratique de la manipulation parlementaire, qu'ils avaient dépensé toute leur énergie pour conduire le pays. Il y avait chez eux un divorce complet entre une théorie de façade, mal adaptée aux urgences de l'heure, et une pratique quotidienne purement tactique et cynique. Ce sera la grande contradiction du Directoire. Et c'est ce grand écart qui conduira le Directoire à sa perte. À partir de l'an 8, Bonaparte, comme je l'ai rappelé, instaurera ce pouvoir fort en l'inscrivant, lui, dans la pure nécessité d'une urgence institutionnelle et militaire, et renvoyant dans l'ombre les faiseurs de constitution et ceux qu'il avait baptisés avec mépris d'idéologues. Avec lui, l'histoire politique avait imprimé sa marque première. Et façonnée par les seuls ressorts de l'œuvre administrative et des entreprises militaires, supposées avoir en eux-mêmes leur justification face aux attentes du peuple souverain. Après la chute de l'Empire, les esprits en France étaient retournés à leur point de départ.
Et la paix européenne a fait revenir les régimes libéraux et démocratiques à leur fondement historique, la puissance de l'exécutif redevenant partout assimilée à l'image répulsive d'un pouvoir structurellement porté aux excès. Et ce sera pour cela, le XIXe siècle, à tout point de vue, l'âge d'or du parlementarisme, comme on l'a déjà vu. Mais âge d'or du parlementarisme qui est aussi, j'insiste dès maintenant sur ce point, qui est un âge de la paix. Le propre du XIXe siècle, c'est qu'à part la brève guerre franco-allemande, a été un siècle de paix en Europe, et que ce siècle de paix a évidemment beaucoup compté pour l'appréhension des institutions. Trois facteurs vont conduire à rompre avec cet âge d'or du parlementarisme, indépendamment des critiques dont il pouvait faire l'objet du fait de ses dysfonctionnements internes. Premier facteur, c'est la véritable entrée dans l'âge démocratique des masses, puisque l'extension du suffrage universel, la France a été relativement pionnière, mais la véritable extension du suffrage universel, c'est les 2 dernières décennies du XIXe siècle. Et les classes dirigeantes, qui étaient jadis piliers d'un libéralisme parlementaire teinté d'aristocratisme, vont en conséquence progressivement lier leur obsession de recréer une tête de peuple, c'est une expression française fameuse employée après la guerre de 1870, à une nouvelle approche du pouvoir exécutif. Cela va se traduire par le fait qu'on va passer de la peur du nombre à une appréhension des foules. Je vais développer ce point. La guerre, en second lieu, la guerre de 14-18 va marquer une rupture fondamentale dans l'approche de la politique, en revalorisant l'attention à la décision et à l'efficacité par rapport à l'accent précédent mis sur la délibération. Et la nouvelle perception des temporalités de l'action gouvernante en modifiera parallèlement en profondeur la nature. Troisième facteur qui va conduire à rompre avec cet âge d'or du parlementarisme, c'est l'extension du champ de l'action politique. Champ qui se trouvera accru d'une double façon. Du fait de la nouvelle perception des variables d'action elles-mêmes, qui trouvera son point d'orgue avec le keynésianisme. Facteur lui-même greffé sur l'élargissement des tâches de l'État. Cela se traduira par le passage à un nouveau régime de la volonté politique. À l'âge d'une volonté générale tout entière exprimée dans la production de la loi, va succéder celui d'une volonté immédiatement active, portée sur des objets particuliers. Et l'objet même et l'idée même de réforme va s'en trouver redéfinie en profondeur. Commençons par dire quelques mots sur ce passage de la peur du nombre à l'avènement des foules. À partir des années 1890, vont se multiplier en Europe les ouvrages consacrés aux conséquences de ce qu'on a vite appelé l'avènement d'un âge des foules, avec les menaces de dérèglement social qu'on lui associait. Venu d'Italie, l'œuvre de Scipio Sigele, qui sera traduite dans presque toutes les langues du continent, rencontrera ainsi un immense écho. Je pense notamment à son livre le plus célèbre, La foule criminelle, traduit en 1892 en France. Il rencontrera un immense écho en proposant une interprétation des débordements populaires dont les évocations, qu'il s'agisse des émeutes révolutionnaires, des scènes de la Commune ou d'autres, dont toutes ces évocations n'avaient cessé de hanter l'imaginaire bourgeois. Et dans la même perspective, tarde publiera en France ses premiers travaux de ce qu'il appelait l'interpsychologie, pour tenter de rendre intelligibles ces phénomènes collectifs. Je fais référence au premier texte consacré à cette question par Tarde, l'essai « Foule et secte au point de vue criminel », qui est de 1893. Donc chronologiquement, c'était écrit en même temps que Sigele, donc avant Le Bon, dont je parlerai tout à l'heure. En Allemagne, avait été fondé dans le même esprit dès 1860 le Zeitschrift für Völkerpsychologie, qui réunira des historiens et des juristes avec des anthropologues pour commencer à étudier systématiquement
ce qu'ils avaient été les premiers à appeler la psychologie des peuples. Mais c'est assurément, bien sûr, l'œuvre de Le Bon qui retiendra le plus d'attention du grand public en Europe. Et s'il n'était qu'un vulgarisateur à la science discutée, Le Bon exercera un énorme pouvoir d'influence avec son ouvrage notamment La psychologie des foules, publié en 1895. Et on a du mal à prendre aujourd'hui la mesure de cet extraordinaire succès. Plus de 50 éditions successives en France et une vingtaine de traductions en ont fait un des plus grands best-sellers scientifiques du XIXe siècle, pour reprendre l'expression de Serge Moscovici, qui a consacré tout un ouvrage à ce livre. Cette nouvelle peur des foules marquait une rupture avec les précédentes préventions contre le nombre. Prévention contre le nombre qui avait irrigué le monde libéral et conservateur tout au long du XIXe siècle. D'où cette opposition entre le nombre et la raison, cette opposition entre le nombre et les capacités. Mais il faut bien voir quelle est la distinction qu'il convient de faire entre l'idée de nombre et celle de foule. L'idée de nombre, en effet, renvoyait au premier chef à la vision d'individus qui étaient jugés insuffisamment éduqués, incapables de procéder à des choix rationnels, incapables de participer à une délibération informée donc sur la définition du bien public. Le nombre n'était que l'addition constatée d'incapacités personnelles. Et donc, le suffrage censitaire, par exemple, proposera d'écarter les individus concernés des droits de suffrage, ou du moins de les empêcher d'accéder à des positions de responsabilité. Mais les foules n'étaient pas de même nature. Ce n'étaient pas les qualités des individus qui les composaient qui étaient en cause, mais c'est le phénomène collectif spécifique qui les constituait. Les foules, insistait en ce sens Le Bon, ont des caractères propres. Elles ne sont pas seulement des agrégats d'individus, alors que le nombre est un agrégat d'individus. Leur trait essentiel est d'être inconsciente. Dans l'agrégat constituant une foule, écrivait-il encore, il n'y a nullement somme et moyenne des éléments, mais combinaison et création de nouveaux caractères, de même en chimie. Certains éléments mis en place, les bases et les acides par exemple, se combinent pour former un corps nouveau, doué de propriétés différentes de celles des corps ayant servi à le constituer. On constate la même chose, l'individu en foule n'est pas l'individu isolé. Et c'est pour cela que lorsque l'on parle de foule, disait-il, l'homme descend, je le cite, de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Isolé, c'est peut-être un individu cultivé. En foule, c'est un instinctif, par conséquent un barbare. Il a la spontanéité, la violence, la férocité et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs. Il s'en rapproche encore, poursuit-il, par sa facilité à se laisser impressionner par des mots, des images, et conduire à des actes lésant ses intérêts les plus évidents. De son côté, Tarde avait lui-même fait la distinction entre la notion de foule et celle de public. Alors que le public est pour lui un groupe virtuel, organisé autour d'idées ou d'intérêts partagés, phénomène d'opinion par exemple, constituant un monde commun élaboré, la foule s'appréhendait pour lui comme un groupe presque naturel, immédiatement défini par ses passions et ses actions. Et le public était pour Tarde une association d'individus qui possédaient des caractères communs, tandis que la foule était un être collectif sui generis. C'est en fait Le Bon, même si ses analyses sont moins précises que celles de Tarde lorsqu'il distingue la foule et le public, mais c'est les analyses de Le Bon qui donneront à cette distinction son plein effet, qu'on pourrait dire médiatique, en insistant sur les conséquences politiques qui en découlaient. Si le règne des foules lui semblait inévitable, consacré qu'il était par l'avènement du suffrage universel, la science nouvelle qu'il disait fonder devait permettre à ses yeux de les rendre gouvernables. Et il disait « La connaissance de la psychologie des foules est aujourd'hui la première ressource de l'homme d'État qui veut, non pas les gouverner, disait-il, la chose est bien difficile, mais tout au moins ne pas être trop gouverné par elle. »
Pour le bon, le propre de ces foules était d'être irrationnelles, gouvernées par l'imagination, et donc aisément manipulables par d'habiles meneurs. Et il faisait l'analyse des meneurs de foules criminelles, des meneurs de foules revendicatives, des meneurs de foules électorales. C'était toujours des meneurs qui tiraient les ficelles dans le monde moderne. Ces meneurs, soulignait-il abruptement, tendent aujourd'hui à remplacer progressivement les pouvoirs publics à mesure que ces derniers se laissent discuter et affaiblir. Grâce à leur tyrannie, ces nouveaux maîtres obtiennent des foules une docilité beaucoup plus complète que n'en obtint aucun gouvernement. Et donc, ça n'était plus du tout le raisonnement sur les limites du suffrage universel, sur l'irrationalité de personnes encore incapables. C'était un autre phénomène. Et donc, on pouvait faire une analyse objective des foules tout en considérant que le suffrage universel était une institution tout à fait fondée et qui n'avait pas à être remise en cause car elle définissait les droits d'individus. La solution pour gérer les foules, elle était clairement tracée pour lui. Il s'agissait d'abord, il expliquera longuement, de surveiller ces meneurs et d'essayer de les mettre à l'écart. Mais aussi, disait-il, il s'agit d'inventer un nouveau style de gouvernement adapté à cet âge des foules. Et si, disait-il, la multitude écoute toujours l'homme doué de volonté forte, l'homme politique devra maintenant posséder cette qualité. L'action de l'homme politique devra au premier chef s'inscrire dans une psychologie et une économie de la volonté. D'où l'écho considérable qu'il rencontrera dans les milieux politiques. Le président américain Theodore Roosevelt sera ainsi un de ses plus grands admirateurs. Et bien des parlementaires se presseront en France au déjeuner qu'il organisait. Aristide Briand, Georges Clemenceau, Paul Deschanel, Édouard Herriot, Raymond Poincaré, André Tardieu feront partie de ces lecteurs enthousiastes et participeront à ces rencontres et verront dans ses écrits la clé de la politique moderne. Et plus tard, il comptera aussi bien Lénine, Mussolini et Hitler que De Gaulle parmi ses lecteurs attentifs, chacun de ces personnages ayant commenté Le Bon. Le Bon concluait d'abord de ses analyses que le précédent âge d'or du parlementarisme était totalement terminé. D'abord parce que les assemblées parlementaires pouvaient elles-mêmes présenter dans certains cas le caractère de foules instables et irrationnelles. Et donc il analysait ces foules parlementaires il les lisait avec le regard, je dirais, de l'antiparlementarisme de l'époque. Mais surtout, disait-il, parce que ces assemblées parlementaires n'apparaissent pas comme l'expression d'une volonté visible et unifiée. Les démocraties devaient donc dorénavant s'organiser autour d'un exécutif fort, car un exécutif personnalise et rend visible la volonté, et qu'il soit appuyé, bien sûr, sur une majorité parlementaire durablement constituée, et non plus sur des majorités continuellement changeantes comme sous la Troisième République. Et le renforcement du pouvoir exécutif qu'il appelait de ses voeux dans les démocraties lui paraissait d'autant plus nécessaire que l'âge des foules menaçait de conduire mécaniquement à une montée des dictatures. Et il publiera sur ce point des réflexions prémonitoires. Un article notamment qui avait pour titre « L'évolution de l'Europe vers des formes diverses de dictature ». Et il dira dans cet article que si on ne met pas en place des nouvelles formes d'exécutif démocratique, eh bien c'est le fascisme et le communisme qui l'emporteront. Après la guerre, il soutiendra donc en France tous les projets de renforcement de l'exécutif, liés à l'installation d'un Premier ministre, véritable chef du gouvernement. Et c'est ce qu'il serinera, si je puis dire, en permanence dans les déjeuners qu'il organisait. Et la subordination relative du pouvoir législatif qui en découlait n'était donc pas appréhendée chez lui dans un cadre intellectuel et constitutionnel. Elle dérivait de considérations psychologiques et sociologiques considérées comme objectives et incontournables. Et c'est cela qui changeait radicalement les termes du débat. L'impact de Le Bon dans le monde politique a aussi été lié aux termes inédits dans lesquels il justifiait les pratiques des politiciens pour subjuguer les électeurs. Serge Moscovici n'a ainsi pas hésité à le qualifier de Machiavel des sociétés de masse. Et dans le chapitre de son ouvrage consacré aux foules électorales, il a de fait donné un véritable petit manuel de conseils aux candidats.
dont la franchise amoralité rivalisait avec les anciens écrits des théoriciens de la raison d'État. Il les invitait par exemple à accabler, je le cite, à accabler les lecteurs d'extravagantes flagorneries et de ne pas hésiter à lui faire les plus fantastiques promesses. Il soulignait l'importance des mots et des formules permettant de manier les foules à leur gré, invitant par exemple les candidats à ne parler aux ouvriers que d'infâmes capitales, de vils exploiteurs et de nécessaire socialisation des richesses. Il montrait aussi les moyens par lesquels les candidats adverses pouvaient être écrasés. Mais il n'y avait en même temps aucun cynisme chez lui. Il considérait en effet ces pratiques d'un œil objectif, comme une nécessité qui s'imposait à l'âge des foules, comme un moindre mal face à tout le monde des meneurs. Et nulle acrimonie non plus chez lui vis-à-vis du suffrage universel. Même s'il n'était clairement pas philosophiquement un chaud partisan de celui-ci, il le considérait comme un acquis irréversible des sociétés modernes, qu'il n'y avait pas lieu de discuter. De cette façon, il pouvait à la fois satisfaire les démocrates et les adeptes, alors fort nombreux, il faut le dire, des théories élitistes. Les foules étaient un fait, et un savant ne méprise pas les faits. Tel était le message qui le faisait lire de tous les côtés. Et s'il ne voulait pas voir triompher les meneurs les plus démagogiques, les hommes politiques avaient donc à apprendre l'art de manier ces foules. Si, selon l'expression de Lebon, les hommes en foule ne sauraient se passer de maître, c'est à cette dernière figure du maître que les hommes politiques devaient dorénavant se mesurer, et non plus à celle du représentant. Deuxième grand facteur d'évolution, c'est le choc de la Grande Guerre et l'âge de la décision. Alors que le suffrage universel s'inscrivait dans le paysage institutionnel des pays européens et des États-Unis vers la fin du XIXe siècle, à des rythmes certes différents, une vague de déception citoyenne se faisait également jour partout, je l'ai déjà mentionné. Critique de la confiscation de la vie civique par les appareils politiques, constat de la rémanence d'une mal-représentation, dénonciation des travers du parlementarisme, sans même compter le choc moral provoqué par les faits de corruption. L'histoire de la démocratie a bien été celle d'un désenchantement, indissociable des conquêtes qui l'ont jalonné. Si ce désenchantement s'est souvent traduit par l'aspiration à des formes plus directes d'expression citoyenne, l'objet même du pouvoir social n'avait pourtant guère été interrogé. À l'exception des relents de culture bonapartiste qui étaient présents en France, par exemple, voire l'épisode boulangiste, l'idée que la démocratie devait se lier à la reconnaissance de la spécificité d'un pouvoir exécutif directement actif n'était pas véritablement formulée. Il est en effet frappant de constater que l'antiparlementarisme de la période, à partir des années 1880, s'exprimait en circuit clos. Il se liait fréquemment à une forme de désillusion cynique repliée sur elle-même. Mais tout va brutalement changer avec la Grande Guerre. La critique politique va alors se lier à la formulation d'une attente de pouvoir faire, de pouvoir fort, au regard des exigences de la conduite du combat le plus immédiatement, bien sûr. Et le basculement a été particulièrement notable en France, le pays historiquement le plus réticent à reconnaître la spécificité et l'importance du pouvoir exécutif. La guerre, avait noté Tocqueville dans La démocratie en Amérique, ne peut manquer d'accroître immensément les attributions du pouvoir civil. La guerre centralise presque forcément dans les mains de celui-ci la direction de tous les hommes et l'usage de toutes les choses. C'est ce qui s'est passé de 1914 à 1918. Aucune mobilisation industrielle particulière n'avait pourtant été programmée par les autorités militaires. Tous les plans de l'état-major, on le sait, avaient en effet été fondés sur la perspective d'une guerre courte, faisant seulement appel aux stocks de matériel constitués en temps de paix. Mais dès la fin de 1914, la prolongation des hostilités avait changé les données du problème. Il fallait réviser tous les programmes d'approvisionnement en armes et en munitions, gérer des situations de pénurie, organiser des réquisitions, assurer la subsistance quotidienne de la population dans un contexte de désorganisation de la production. Et les activités militaires du front étaient pour cela devenues inséparables de l'organisation de l'arrière. Il fallait donc qu'il existe une unité d'action, et pour cela s'appuyer sur un exécutif capable de concentrer les énergies et les moyens d'action.
Ce n'était pas le cas avec une structure ministérielle éclatée, soumise au Parlement. Et c'est donc dans ce contexte que De Gaulle, significativement, avait commencé à forger sa vision d'une nécessaire réhabilitation de l'exécutif. Il écrit ainsi en 1917, il dit dans une conférence, « La conduite de la guerre consiste pour un peuple à tendre et à rassembler toutes ses forces. Et en ce qui concerne la conduite de la guerre, poursuivait-il, nous n'avons pas de souverain, et nul personnage ne peut donc, même théoriquement, synthétiser le gouvernement et le commandement. À vrai dire, poursuivait-il, la Constitution de 1875 proclame que le président de la République est le chef du pouvoir exécutif, qu'il a sous ses ordres les armées de terre et de mer, qu'il signe les traités et qu'il nomme à tous les emplois civils et militaires. Et d'après la lettre de la Constitution, il semblerait assez normal que le président de la République exerçât effectivement, disait-il, la conduite générale de la guerre. Mais, concluait De Gaulle, nos mœurs, nos traditions politiques ont en fait exclu le président de la République du pouvoir exécutif proprement dit. Ils n'en ont fait qu'un conseiller permanent du Conseil des ministres et un personnage représentatif. À défaut d'une présidence forte, il fallait, disait-on, de bien des côtés, modifier la structure du gouvernement pour le doter d'une véritable tête. Et commenceront alors tout un ensemble à se mener, tout un ensemble de réflexions sur la constitution de ce pouvoir exécutif. Dans un texte qui, même s'il n'a pas eu une influence immédiate énorme, mais significatif à relire maintenant, ses lettres sur la réforme gouvernementale de 1917, Léon Blum donnera une des formulations les plus tranchées qui soient, c'est impératif. Il faisait d'abord le constat d'un échec. Nos conseils des ministres, écrivait-il, ne sont jamais aptes à une décision catégorique, et même bien rarement une délibération utile. Pour la décision, l'exécution, ils sont trop nombreux, et trop de bonne volonté contraire s'y paralyse. Ils ne possèdent aucun des organes normaux dont un corps exécutif doit être nécessairement pourvu. Bien que la loi prévoie en maintes occasions, disait-il, des résolutions arrêtées en Conseil des ministres, le Conseil n'a point de secrétaire, point de procès-verbal, point d'archives, et aucun de ces soi-disant décisions ne revêt une forme précise et certaine. Il dit « Je ne me souviens pas qu'il ait été discuté en Conseil des ministres une grande loi, une réforme à longue portée, un plan général d'administration. Les plus graves questions se sont posées devant le pays avant que le Conseil les eusse débattues ou seulement aperçues. La solution, on le sait, elle sera chez lui de proposer d'instituer un véritable président du Conseil, chargé de la seule tâche de direction et de coordination des ministres, à une époque où celui-ci cumulait toujours cette fonction avec un portefeuille ministériel auquel il consacrait d'ailleurs l'essentiel de son temps. Il faut un chef de gouvernement comme il faut un chef d'industrie, avait alors fameusement dit Blum. Et c'est à ce chef d'avoir constamment le gouvernail en main, la carte et la boussole sous les yeux. Et à la question « ce chef sera-t-il un ou plusieurs ?», il répondait « Dans un État démocratique, la souveraineté appartient en théorie au peuple et aux assemblées qui la représentent. Pratiquement, elle est déléguée à un homme. La nécessité le veut ainsi. » C'était donc tenir un langage en totale rupture avec la tradition républicaine. On était bien loin, avec ces mots, de la vision d'un Gambetta ou des leaders de la Troisième République qui estimaient que tout bon démocrate est l'ennemi des personnalités excessives. Et Blum, dans ce texte, était même allé très loin dans la provocation et dans ce revirement. Il n'hésitait pas, en effet, à dire de façon provocante de ce chef, de ce premier des ministres, la formule fait alors son apparition, habituons-nous à voir en lui ce qu'il est ou ce qu'il devrait être, un monarque. Un monarque à qui d'avance les lignes de son action furent tracées. Un monarque révocable et temporaire, mais nanti cependant, aussi longtemps que la confiance du Parlement lui prête vie, de la totalité du pouvoir exécutif, rassemblant et incarnant en lui toutes les forces vives de la nation. Sans cela, argumentait-il, et là il retrouvait l'idée de Necker, je ne pense pas qu'il l'avait lu, l'idée même de responsabilité ministérielle n'aurait aucun sens sans cette concentration. Et Blum n'en restait pas moins un fervent défenseur du régime parlementaire, mais il convenait à ses yeux d'en redéfinir l'architecture.
Le Parlement était seulement appelé pour lui à n'être que le contrôleur strict et, je le cite, l'inspirateur de l'action exécutive. Devait lui faire face une direction unique, confiée au président du Conseil, reconnu comme le chef. C'était donc à ce président du Conseil d'être le guide du Parlement, celui qui devait régler l'ensemble de l'activité politique et être jugé au-dessus d'elle, afin, je le cite, que de son poste altier de commandement, il puisse la considérer sereinement et la dominer tout entière. À cela, concluait-il, habituons-nous. Et Blum allait même encore plus loin en considérant que les moyens pratiques d'exercer cette maîtrise, je le cite, n'ont pas changé depuis Louis XIV. C'était ainsi pleinement restaurer la naturalité et la nécessité du pouvoir exécutif comme fonction de direction politique essentielle dans tout régime politique. Ce n'était qu'à ce prix pour lui que le pays pouvait sortir de son impuissance, de l'effort inefficace, de l'agitation en pure perte, évidemment particulièrement dommageable en temps de guerre. Clémenceau, à partir de l'automne 1917, apportera avec sa personne une forme de réponse immédiate à cet impératif. Quant à Blum, son engagement dans le Parti socialiste l'amènera à prendre ses distances avec une partie de ce vocabulaire. Évidemment, il ne reparlera plus jamais du roi nécessaire. Et en même temps, il s'avérera un défenseur même plus réservé du régime parlementaire au moment où il s'est converti au Congrès de Tours à la notion marxiste de dictature du prolétariat. Mais son livre avait en même temps témoigné d'une rupture qui s'était opérée dans les esprits, car il aurait été impensable que 10 ans plus tôt même, un livre de c'était un article, mais qui est devenu un livre, ait été publié. Avec la Première Guerre mondiale, l'idéal démocratique avait ainsi cessé de ne s'envisager que dans l'exercice et l'accomplissement du pouvoir législatif. Comme le dira une des figures intellectuelles de la période, je le cite, « Le temps a alors été venu de diminuer la distance entre les deux termes qu'on se plaisait à opposer, l'autorité d'un côté, la démocratie de l'autre. » C'est une expression employée par Célestin Bouglet dans un intéressant article qui s'appelle « Ce que la guerre exige de la démocratie française ». Et l'idée de commandement qui s'était imposée dans la conduite de la guerre n'était plus considérée comme a priori antinomique avec la reconnaissance de la souveraineté du peuple. Elle n'était plus rabattue sur la vision structurellement dégradante de la soumission à un ordre extérieur. La rhétorique du commandement rejoignait ainsi celle du gouvernement pendant cette période. Plus, elle s'imposera alors comme référence générique pour fonder l'art reconnu comme vital dans l'épreuve de la guerre de conduire les hommes et d'organiser rationnellement les choses. En Grande-Bretagne, Lloyd George a symbolisé ce nouveau régime de l'exécutif avec le fonctionnement de son fameux War Cabinet, qui était doté, ce qui était très nouveau en Grande-Bretagne à l'époque, d'un bureau des affaires générales qui centralisait de façon inédite l'action des différents ministères. En France, la conduite de la guerre a d'abord, paradoxalement, conduit à marginaliser la position du président de la République. Alors que Poincaré, élu le 17 janvier 1913, avait rêvé, je ne développe pas cette question qui est bien connue, il avait rêvé de renforcer la fonction présidentielle, notamment en élargissant le corps des grands électeurs. Mais l'ouverture des hostilités le renverra à ses attributs représentatifs très limités. Et on a pu écrire que la guerre fut un véritable trou noir pour le président de la République. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À partir de novembre 1917, c'est surtout Clémenceau qui symbolisera la rupture avec la tradition précédente du gouvernement d'assemblée. Tout en ayant l'habileté de s'appuyer sur les grandes commissions des deux assemblées, Clémenceau fut en effet le premier à endosser de fait les habits de ce Premier ministre qu'un Blum avait appelé de ses voeux avec beaucoup d'autres. Clémenceau avait d'abord pour cela voulu rompre avec ce qu'il avait sèchement appelé le défaitisme intérieur, fruit à ses yeux d'une culture parlementaire du compromis et de l'aversion pour la prise de risque. Au début de 1917, il avait ainsi qualifié, dans de cinglants articles publiés dans L'Homme enchaîné généralement, il avait qualifié les gouvernants en place, je le cite, de dirigeants d'imprévision souveraine. Il avait dénoncé le plaisir de pérorer de Briand
et moquer les choses convenues débitées par Poincaré. Brillant et Poincaré, dissimulant pour lui sous leur verbiage ce qu'il appelait de fâcheuses parties de réalité. Et même quelques jours avant d'être nommé à la présidence du Conseil, il publiera dans L'Homme enchaîné le dernier de ses éditoriaux, titré « On demande un gouvernement ». Il y appelait à gouverner au grand jour, à constituer une équipe de travailleurs pour travailler. Et il posait la question, aurons-nous ou n'aurons-nous pas un gouvernement? Là est la crise, la véritable crise, qui est une crise de caractère, une crise de volonté, dont depuis 3 ans nous attendons l'issue. Et il vitupérait en même temps contre ceux qu'il appelait les seigneurs du parlementarisme officiel, ceux qui ne savaient, je le cite à nouveau, que brasser leur dosage de groupe et d'influence. Le besoin d'un pouvoir exécutif fort qui s'était ainsi forgé et expérimenté pendant la guerre continuera à s'affirmer, porté par les nouveaux impératifs de la gestion d'une société et d'une économie plus complexes et soumises aux turbulences des crises des années 1820 et 1830. C'est un troisième facteur. Pendant la guerre, l'impératif de commandement efficace s'était affirmé dans tous les domaines de l'activité humaine. Au-delà des armées, c'est dans les entreprises ou dans l'administration qui s'était imposé comme incontournable. Et dès le tournant du XXe siècle, d'ailleurs, le thème de l'organisation rationnelle du travail, lié à un nouveau mode de direction des entreprises, avait commencé à s'imposer. L'œuvre de Taylor, dont l'ouvrage pionnier La direction des ateliers est de 1903 et son classique Principe d'organisation scientifique des usines est de 1911, avait commencé dès cette époque à être lu. Et toute une littérature spécialisée lui emboîtera le pas outre-Atlantique, c'est bien connu. En France, c'est Fayolle qui marquera les esprits avec son administration industrielle et générale, puis, après la guerre, l'incapacité industrielle de l'État et l'industrialisation de l'État. Dans l'ouvrage consacré au fonctionnement des PTT, il avait souligné l'inefficacité de ce qui était alors une administration gérée par des sous-secrétaires d'État, aussi instables qu'incompétents, administration soumise aux interventions incessantes des parlementaires, gérée sans vision de long terme et sans indicateurs pertinents de gestion. Et s'il s'était surtout attaché à reconceptualiser la gestion efficace des entreprises et de l'administration, des auteurs de ce type auront une influence beaucoup plus large. Il est en effet significatif que leurs livres aient souvent été reçus à l'époque comme des traités généraux du commandement. Pour Taylor, tout se résumait d'ailleurs bien dans l'organisation humaine de la conduite des hommes, alors que Fayolle faisait même de la notion de gouvernement le grand concept unificateur des différents régimes de commandement. Il n'est donc pas étonnant que ces auteurs, pour ne citer qu'eux, aient été lus dans le monde politique. Et Léon Blum, par exemple, aussi bien que Lénine, diront leur admiration pour l'œuvre de Taylor. Et l'on sait à quel point, au début des années 20, Lénine s'appuiera sur Taylor pour proposer tout un ensemble de réorganisation du pays qui était en difficulté à l'époque. Et dans le cas français, il faut le souligner, il y a un rôle sociologique spécial qui était joué par le monde polytechnicien pour unifier ces différents milieux et donner une appréhension renouvelée du commandement appliqué aux différents domaines, militaires aussi bien qu'industriels, administratifs, puis politiques. Ce milieu, souvent à la charnière de ces différentes sphères, a joué un rôle là particulièrement significatif. Et la figure du chef s'est du même coup simultanément imposée à partir de cette période à beaucoup d'esprits comme positive et nécessaire dans le monde moderne. La notion de leadership devient ainsi centrale dans la vision américaine de l'organisation du social. Celle du Führerprinzip fut forgée en Allemagne, avant évidemment d'être entachée par la figure de qui on sait. Et en Union soviétique, même Staline fut qualifié de Vojt, c'est-à-dire de chef et de guide à la fois, tandis que Lénine avait précédemment célébré, je le cite, les incontournables vertus d'une bonne organisation de chef. Je renvoie sur ce point à l'ouvrage qu'Yves Cohen a récemment publié sur ce thème, Le siècle des chefs,
une histoire transnationale du commandement et de l'autorité qui fait le point sur cette question. Considérer les choses de cette façon, c'est une véritable révolution. On était en effet désormais bien loin de la célébration précédente du bon pouvoir, envisagée sous les seules espèces de la règle anonyme que les libéraux et les révolutionnaires avaient théorisée des deux côtés de l'Atlantique. Loin aussi, d'un autre domaine, du mot d'ordre « à bas les chefs » qui avait imprégné tant la culture socialiste et syndicaliste que l'esprit républicain du XIXe siècle. Cette célébration de la figure du chef avait certes une dimension polysémique. Pour certains, elle renvoyait au vieux thème récurrent de la place des aristocraties dans la démocratie, qui avait traversé tout le XIXe siècle. Elle avait aussi parfois une tonalité franchement archaïque dans les milieux traditionnalistes, qui ne cessaient de vitupérer la modernité et en appelaient aux valeurs traditionnelles, au retour à l'ordre et à l'autorité. Elle avait, cette célébration du chef, en même temps, pour beaucoup, une connotation managériale. Et dans l'ordre politique, elle prenait souvent de son côté un accent antiparlementaire. Mais ces multiples sensibilités avaient en commun de converger dans la direction d'une revalorisation du pouvoir exécutif. Ramené au premier plan, ce dernier était désormais établi dans une plus grande centralité et dans une évidente nécessité. Un quatrième facteur va marquer ce tournant vers la reconnaissance du pouvoir exécutif. C'est l'extension du champ de l'action publique et le déclin de la loi. Après la Première Guerre mondiale, c'est aussi le champ de l'action publique qui s'est trouvé partout élargi, tant dans le domaine économique ou industriel qu'en matière sociale. Le problème n'a plus simplement été de définir des règles, mais d'obtenir des résultats concrets. L'important est devenu de prendre des mesures, d'adopter des stratégies. C'est donc le pouvoir exécutif qui a, par ce biais encore, mécaniquement tendu à prendre l'ascendant dans ce nouveau cadre. Bertrand de Jouvenel a qualifié cette évolution comme correspondant au passage, a-t-il dit, d'une suprématie de la loi à une suprématie du but. Passage, disait-il, d'une nomocratie à une téléocratie. Je le cite, « Un gouvernement contemporain, dit-il, est en faute si le plein emploi n'est pas maintenu, si le produit national n'augmente pas, si le prix de la vie augmente, si la balance des paiements est déséquilibrée, si le pays prend un retard technique à l'égard des autres, si les institutions d'enseignement ne fournissent pas les talents spéciaux en quantité et en proportion correspondant aux besoins de l'économie nationale. La politique économique et sociale est une spéculation sur l'avenir qui appelle une tâche de continuelle révision des calculs et un réajustement conséquent de mesures prises. Or, ces tâches appellent un modus operandi plus souple que le vote des lois. D'où la notion de politique économique qui s'est alors imposée. Elle a accompagné l'entrée dans un nouvel âge du volontarisme. L'économie a dorénavant été regardée comme un système de variables et de flux à optimiser. Cela a représenté une rupture considérable avec les appréhensions antérieures de ce que gouverner voulait dire. Pour les gouvernements libéraux du XIXe siècle, la notion artificialiste de politique économique ne pouvait être que vide de sens, puisque tous les ajustements étaient censés être régis par les lois naturelles du marché. L'idée de politique économique n'avait tout simplement pas de sens, seulement celle de politique monétaire. Et leur seule préoccupation était d'engager l'État à ne pas abuser de sa position institutionnelle en suivant une politique monétaire adéquate et en respectant le principe de l'équilibre budgétaire. Et dans l'univers marxiste, on pensait symétriquement que les lois d'airain du capitalisme imposaient leurs implacables contraintes et rendant impossible toute réforme du système, toute véritable action de mobilisation, comme Marx le dira fameusement dans Salaire, prix et profit. Les idées de relance ou de stabilisation n'avaient donc aucune place dans ces cadres. Les libéraux admettaient tout au plus que l'État puisse contrecarrer les cycles du chômage en lançant des travaux publics pendant les périodes de dépression. Et de leur côté, les économistes d'obédience marxiste pensaient au fond la même chose. Les crises étaient à leurs yeux inévitables dans le capitalisme et seul un changement de régime, le passage au socialisme, pouvait donc en modifier cet état
de fait. Dès lors que l'économie était considérée comme un système de variables et de flux à optimiser, elle a pu du même coup constituer un objet pour l'action. Toutes les variables économiques pouvant être en effet actionnées dans ce nouveau cadre, la monnaie, le budget, les revenus, les prix, l'offre, la demande. Le langage lui-même a d'ailleurs traduit cette évolution. L'application du terme de politique s'est ainsi étendue à tous ces domaines. Et c'est seulement à partir de la révolution keynésienne que l'on a pu parler de politique des prix, de politique des salaires, de politique fiscale, etc. Intervention conjoncturelle et action structurelle sont devenues à partir de là complémentaires et indissociables à la fois, redessinant en profondeur le champ et les forces de l'action gouvernementale. Et une nouvelle fonction qui lui était liée est apparue, celle de la régulation, qui appartient au pouvoir exécutif. Et elle a modifié pour cela toutes les conceptions antérieures de l'action gouvernementale. Et elle a surtout rendu caduque l'approche précédente qui était principalement menée en termes d'agenda et de non-agenda de la puissance publique, qui obéissait à des considérations touchant à la nature, privée ou publique, des domaines ou des problèmes envisagés, ou bien à des principes philosophiques, si l'État doit ou pas se substituer à des individus, s'il doit assurer l'égalité sociale. La notion de régulation est sortie de ces cas d'analyse. Elle a fonctionnellement appelé l'existence d'un agent central, d'une force combinatoire qui ne pouvait être que celle du pouvoir exécutif. Et le keynésianisme a ainsi modifié le regard que l'on portait sur les événements, sur les éléments les plus traditionnels de l'action gouvernementale. Je cite là une remarque bien connue de Pierre Mendès France dans La science économique et l'action. Il dit de cette nouvelle approche théorique a découlé tout un ensemble de solutions pratiques. Toutes les institutions financières, le budget, le crédit, la monnaie, l'impôt, ont reçu une signification et une fonction nouvelle. Cet accroissement fonctionnel du champ et devenu de l'exécutif, c'est aussi, en troisième lieu, lié à un nouveau mode de production de la loi, c'est très important, ainsi qu'une transformation de la forme et du contenu de la loi. La loi, en premier lieu, est d'abord de plus en plus devenue une production de l'exécutif, du fait des conditions de soumission des projets de loi et de détermination de l'ordre du jour des parlements. Donc ce nouveau rapport de l'exécutif et l'intrusion de l'exécutif dans le législatif était un phénomène massif et fondamental, remarqué partout à partir de cette période. Mais aussi l'inflation législative a correspondu à une modification du contenu même des lois. Loin de rester des règles générales, simples et peu nombreuses, réglant la vie commune, les lois sont de fait pratiquement devenues l'équivalent de règlements ou de directives ayant des objets de plus en plus spécifiques, de plus en plus particuliers. L'idée de généralité liée à la loi s'est fortement amoindrie. Et l'ancienne distinction pour cela entre le pouvoir exécutif assimilé à la notion de généralité et le pouvoir législatif assimilé à la notion de généralité et le pouvoir exécutif assimilé à la notion de particularité, c'est du même coup presque complètement effacé dans ce contexte. On a témoigné de façon spectaculaire, en France tout particulièrement, dans les années 1920 et 1930, la multiplication des décrets-lois, multiplication qui a traduit la montée en puissance de l'exécutif face au législatif. Le recours aux décrets-lois a représenté une nouvelle façon de gouverner, puisque la notion même de décret-loi met à mal celle de loi. C'est le décret qui peut contrer la loi, selon la définition fameuse de Capitan, et se substitue à elle. Gustave Le Bon avait d'ailleurs fameusement dit de ces décrets-lois qu'il avait observé qu'ils étaient, je le cite, une forme adoucie du pouvoir dictatorial. Et leur multiplication, en tout cas, bien correspondu à un recul du législatif devant l'exécutif. Il y a de nombreux travaux de juristes qui ont analysé ce bouleversement essentiel du nouveau statut de la loi. Donc ces différents facteurs tenant à la vision de l'organisation keynésienne, tenant au rôle et à la définition nouveau de la loi,
tenant à la vision du commandement, tenant à ce qui était lié directement à la guerre, tenant aussi à ce passage de la question du nombre à celle des foules, ont ouvert la porte à une nouvelle considération du pouvoir exécutif, sans rompre évidemment immédiatement avec les formes parlementaires précédentes, mais en ouvrant, c'est indéniable, de nouveaux possibles. Mais les vecteurs de ce grand tournant, qui ont conduit à une réhabilitation de l'exécutif, n'ont pas pour autant fait entrer cet exécutif en démocratie. En effet, aucune théorie démocratique du pouvoir exécutif n'a alors été formulée dans ce contexte. Se sont seulement fait jour trois grandes approches proposant un certain encadrement de la question dans des perspectives très différentes. Et c'est à ces grandes, on pourrait dire, tentations du pouvoir exécutif que je consacrerai les quelques séances qui viennent. C'est d'abord esquisser une vision de la démocratie plébiscitaire, dans laquelle le pouvoir exécutif est considéré à partir d'une polarisation sur la question de la légitimation de ce pouvoir, qui était reconnue dans sa centralité. Et le premier à en proposer une interprétation cohérente sera le grand sociologue Max Weber, quand il dira « le maître mot de la démocratie, c'est le droit de choisir directement un chef ». Donc la démocratie sera réinterprétée en étant dans un cadre de pouvoir exécutif dominant à partir de cette vision présidentialiste plébiscitaire. Je ferai longuement la différence. Et la Constitution allemande de 1919, dont il fut un des inspirateurs, s'engagera dans cette voie, nous le verrons dès la séance prochaine, en faisant élire au suffrage universel le président du Reich. La présidentialisation des démocraties au XXe siècle approfondira ce sillon. Et en second lieu, une certaine défense du gouvernement d'exception sera une nouvelle modalité de justification et d'exposition de la constitution d'un champ d'action de l'exécutif. Et au fond, l'exécutif sera, de cette manière-là, en quelque sorte, soustrait à l'ordre démocratique. En même temps qu'il est reconnu comme central, il est soustrait à l'ordre démocratique par toutes ces théories du gouvernement d'exception qui vont se développer dans les années 20 et dans les années 30. Et bien sûr, c'est Carl Schmitt qui s'en fera, là, le théoricien. Et d'une troisième façon, la reconnaissance de l'accroissement du champ de l'exécutif s'est enfin opéré sur le mode d'une réduction gestionnaire de ses opérations. Déplacer dans le champ administratif certaines de ses attributions, au nom d'un double impératif de compétence et d'impartialité, sera une troisième manière d'en réduire le périmètre soumis à la légitimation démocratique. C'est donc sous la double espèce d'une conception réductrice de la légitimité démocratique, réduite à l'élection populaire de l'exécutif, et d'une réduction du champ reconnu comme pertinent de l'intervention démocratique que le pouvoir exécutif montera en puissance au XXe siècle. Il convient donc d'analyser ces trois figures, ces trois tentations de prise en compte de l'exécutif sur un mode soit réducteur, soit franchement pathologique. Et ces formes de pathologie représentent des pathologies de la démocratie d'un type différent de celles que j'ai précédemment eu l'occasion d'analyser. Donc les prochains cours seront consacrés à analyser cette tentation plébiscitaire dans la prise en compte de l'exécutif, cette tentation de constitution des situations d'exception en normalité de la pensée du gouvernement, et cette réduction, au contraire, non pas exacerbation, mais la réduction, cette réduction gestionnaire de l'exécutif. Nous verrons donc cela à partir de la prochaine fois.